Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. J'espère plutôt que c'est bon retour puisque je vais de nouveau parler de Molière. C'est la deuxième partie donc de la vidéo consacrée à Molière et si vous n'avez pas vu la première, ça va être difficile effectivement de comprendre ce dont je vais parler. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Que dire de l'homme Molière? Ses contemporains, notamment Lagrange, le décrivent comme un homme civil et honnête, agréable en conversation lorsque les gens lui plaisaient, mais ne parlant guère en compagnie, souvent rêveur et mélancolique, ainsi que le confirment Nicolas Boileau et Donneau de Visé. Comme acteur et chef de troupe, tous ses contemporains s'accordent pour louer les qualités exceptionnelles du metteur en scène et de l'acteur comique. En revanche, il était médiocre dans le genre sérieux et se faisait régulièrement siffler dans les rôles tragiques. Il était perfectionniste et préparait la représentation d'une nouvelle pièce par des répétitions précises et minutieuses. Les comédiens de la troupe l'estimaient et le respectaient. D'ailleurs, la troupe est restée très stable au fil des années. En revanche, les spécialistes de Molière sont divisés et certains le voient comme un bourgeois au sens aigu des responsabilités, d'autres comme un provocateur caché ou un écrivain engagé, ou encore comme un philosophe et metteur en scène de la libre pensée. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'est pas contenté de représenter des divertissements anodins, mais qu'il s'est attaqué à des sujets qui touchent au vif certaines institutions ou pratiques établies. Il s'est moqué du langage des précieuses dans les précieuses ridicules, des tyrans domestiques dans l'école des maris et l'école des femmes, plaidant en faveur de l'éducation des femmes, ce qui a commencé à inquiéter les milieux dévots. Il enfonce le clou avec le Tartuffe, où il dénonce des escroqueries sous couvert de la dévotion, et dans l'école des femmes, le Tartuffe et le festin de Pierre, ils remettent en cause les principes de la société, mariage, direction de conscience, famille, religion, noblesse, etc. Qu'en est-il du comique de Molière? Alors, Molière s'est inspiré d'autres œuvres pour la plupart de ses créations. D'abord, la Commedia dell'arte l'a dirigée dans ses premières créations, en gardant des personnages typiques tels Scapin ou en créant ses propres sujets, Sganarelle par exemple. Le médecin malgré lui est une adaptation du Vilain Mire. Amphitryon et l'Avare empruntent les idées de Plaute. L'école des maris est un mélange entre une comédie espagnole et une farce italienne. Et il en est ainsi de beaucoup d'autres. Molière a pratiqué toutes les formes du comique dans sa carrière, ne considérant pas un comique plus bas qu'un autre. Son comique a pour vocation à vous dévoiler des méfaits fréquents de la nature humaine ou à dénoncer des travers sociaux sans épargner de catégories sociales, sauf le roi et le clergé, hormis peut-être par sous-entendu. Molière cherche ainsi à faire rire et à penser en même temps. Il élève l'art de la comédie là où demeurait seul auparavant le genre tragique. Et pour cela, il utilise toutes les formes du comique, des mots de la langue française pour faire rire. L'équivoque, où la pensée est soumise à une double interprétation. La répétition. L'aparté, où un des acteurs s'adresse au public sans que la réplique ne doive être entendue par les autres personnages. Moi y toucher. Vous lui faites du tort aussi bien qu'à moi. Et c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma cassette. J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. La cassette trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure et elle vous peut rendre témoignage. Roi, ma servante est complice de l'affaire. Le quiproquo, malentendu où l'on prend une situation, un sujet pour un autre. Le dialogue de sourds, dans lequel deux interlocuteurs ne se comprennent pas mais persistent dans la discussion pensant parler de la même chose.
Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse, hein. Et votre petite sœur, Louison aussi, et de tout temps, elle a été heurtée à cela, hein. Et la bonne bête a ses raisons. Elle ne voulait point consentir à ce mariage, hein. Mais je l'ai emporté, et ma parole est donnée. Oh, mon père, oh, que je vous suis obligée de toute vos bontés. En vérité, je vous ai bon gré de cela, et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on me dit que j'en serai content, et toi aussi. Assurément, mon père. Comment l'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande qu'on vous a faite est un effet de l'inclination que dès cette première vue nous avons prise l'un pour l'autre. Oh, mais ils ne m'ont pas dit cela. Mais j'en suis bien aise, et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune garçon bien fait, Oh oui, mon père. de belle taille, Tout à fait. de bonne physionomie, Très bonne. sage et bien né, Tout à fait. fort honnête homme, Le plus honnête du monde. qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais et pas. qui sera reçu médecin dans 3 jours. Oui, mon père. Oui. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le Ah, connaît? la belle demande, il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Mais quelle Cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on t'a demandé en mariage. Oui. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diafoirus. Et ce fils s'appelle Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et nous avons convenu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon, Monsieur Florent et moi. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Mais qui est-ce? Vous voilà tout ébaubi. C'est mon père. Je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin? Le calembour, qui est un jeu de mots oral s'appuyant sur l'homophonie. Un exemple dans Les femmes savantes, quand Bélise dit à la bonne « Veux-tu toute ta vie offenser la grand-mère ?» Martine répond « Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père ?» Diantre friponne! A-t-elle commis? Et là, toute une insolence à nul autre pareille. Après 30 leçons, insulter mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Est-ce là? Quoi? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences? La grammaire, qui s'est régentée jusqu'au roi, et les fait la main haute, obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable? Quoi, vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Oh, les gars. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite et des lois du langage, on l'a 100 fois instruite. Et tout ce que vous prêchez, et je crois, bel et bon, mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. Non, l'impudence. Appeler un jargon le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style. Ne servent pas de rien. Ô cervelle indocile, faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrument? 2 pas, mais avec rien. Tu fais la récidive. Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative. Mon Dieu, et je l'avoue pas étougué comme vous. Je parle tout droit comme on parle chez nous. Oh, putain, Italie. Quel solécisme horrible. Non, voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'est qu'un singulier, avon et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Mais qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père? Oh ciel. Grammaire est prise à contresens par toi et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot. Ma foi, qui vient de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela me fait rien. Ou encore l'éloge paradoxal, un texte qui loue quelque chose habituellement condamné par la société, comme dans Don Juan, lorsque le héros fait l'éloge de l'infidélité amoureuse, à l'acte 1, dans la scène 2. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Ah. Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, 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 la constance n'est bonne que pour des ridicules.
Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes, et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Et on goûte un plaisir extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour tous les petits progrès qu'on y fait. À combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes. À forcer, pied à pied, toutes les petites résistances qu'elle nous oppose. À vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur et la mener doucement où nous avons envie de la voir venir. Mais lorsqu'on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Et l'on s'endort dans la tranquillité d'un tel amour si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'y a rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants, qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Ou encore la parodie. À côté du comique des mots, il y a aussi le comique du geste, hérité de la commedia dell'arte, où l'acteur fait des mimiques, des grimaces. Il porte des vêtements ridicules, des accessoires extravagants, etc. Le comique de situation, avec les rebondissements, les retournements, les coïncidences, comme lorsqu'un personnage tient à voix haute des paroles démenties en aparté, ou lorsque le mari quitte le foyer en ignorant l'amant qui vient d'y entrer. Le comique de répétition, grâce au dialogue, aux situations comprises par l'action. Il y en a un exemple dans la scène 7 d'acte 1 de l'Avare avec la réplique « Sans dos, par un harpagon ». T'as moins lu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non, mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. Je veux lui donner ce soir pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de ça? Ce que j'en dis. Ouais. Bah quoi? Oh, je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment et que vous ne pouvez que vous n'ayez raison. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait, et Comment Seigneur Anselme est un parti considérable, c'est un gentilhomme qui est noble, doux, riche, posé et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Ça aurait été de mieux rencontrer. Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses et qu'il faudrait au moins quelque temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec... C'est une occasion qu'il faut vite prendre aux cheveux. Et je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Il s'engage à la prendre sans dot. Voyez-vous, je ne dis plus rien. Voilà une raison tout à fait convaincante. Il faut se rendre à cela. Et c'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne rencontre point de contradiction. Mais il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire, qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Vous avez raison, voilà qui décide tout, cela s'entend. Mais il y a
a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard, et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. On le sait bien. Qui diantre peut aller là contre? Mais ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne les voudraient point sacrifier à l'intérêt, et qui chercheraient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie. Il est vrai. Voilà qui ferme la bouche à tous. Sans doute. Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Et le comique de mœurs, comme Molière, se moque également des caractères qui sont snobs, ou des médecins, des arrivistes ou des bourgeois. Le bourgeois gentilhomme en est un exemple complet. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Non, c'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien, comment est-ce que cela s'appelle? cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose ignorante. De la prose? Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vers, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien comment il faut faire pour dire un U? Comment? Oui, qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis un peu U pour voir. Eh ben, U. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, J. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ce que vous me dites. L'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Vois-tu, je fais la moue. Oui, là est bio. Voilà qui est admirable. C'est bien autre chose si vous aviez vu O et Da et Fa. Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatia-là? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Il y a aussi une héroïne permanente dans l'œuvre de Molière, c'est Armande, sa femme, celle qu'il a toujours aimée, qui a bouleversé sa vie et qui a continué à être tous les personnages successifs de son théâtre à travers des caractères et des âges différents. À 16 ans dans l'école des femmes, à une vingtaine d'années dans le Misanthrope et à 30 dans le Malade imaginaire. Il y a des pièces de Molière, celles qu'il a écrites pour le roi, pour ses divertissements, dans lesquelles Armande n'intervient pas. Il y a aussi un certain nombre de pièces dans lesquelles Armande n'intervient qu'incidemment. Par exemple, l'avare est un personnage qu'il a pris pour ses passages comiques pour faire une pièce drôle permettant de gagner sa vie. Et c'est une pièce où Armande n'intervient pas directement. Et pourtant, il y a une scène dans l'avare où Molière semble parler à Armande. C'est la scène où Harpagon parle à sa cassette. Un monologue où Harpagon parle de sa cassette avec volupté, avec délice, avec une espèce de besoin de possession, de tendresse, et qu'il suffirait de changer dans ce monologue quelques mots, de mettre Armande à la place de la cassette pour trouver une très belle scène d'amour. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi, je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Il est certain que sans Armande, il n'y aurait pas eu de Molière, ou du moins, il y aurait eu un Molière tout à fait différent. Or, Armande, c'est une des clés de son œuvre. Pas l'explication totale, car Molière est un observateur, un amuseur. De même, il n'a jamais voulu traiter sans cesse le personnage d'Armande, mais son amour pour Armande, ses souffrances à cause de cet amour, les attaques qu'il subissait à cause de cet amour, Armande hantait sa vie, et ça a influencé son œuvre.
Lorsqu'il choisissait un sujet, il ne le choisissait pas en fonction d'Armande, mais chaque fois qu'il faisait un portrait extérieur pour plaire, le but de Molière, ce n'était pas de réformer son siècle, de changer la nature du roi et de la noblesse, c'était d'amuser les gens, de gagner sa vie et de faire vivre ses comédiens. Quand il écrivait une pièce, il choisissait un personnage comique autour de lui, ou qu'on lui présentait comme comique, ou qu'il voyait pouvant faire un sujet comique. Et il faisait le tableau, il écrivait sa pièce comme un peintre peint un portrait. Et puis peu à peu, il rentrait dans le portrait parce que c'était plus fort que lui, parce qu'il souffrait ou parce qu'il était sympathisant, et il devenait le personnage dont il se moquait. C'est cette pénétration des personnages ridicules par un personnage sensible qui fait la grandeur de son œuvre. Molière écrivait son journal intime en écrivant ses pièces. Et comme il avait du génie, il ajoutait à ce journal intime un monde entier de personnages qui n'étaient pas lui-même. Il avait le don de s'exprimer tout en exprimant les autres. Tous les hommes de théâtre sont pareils. Qu'ils soient acteurs, auteurs, metteurs en scène, ce sont tous des êtres doubles. Ils sont tantôt le personnage, tantôt celui qui dirige le personnage, qui l'invente. Et ce passage rapide de la conscience à l'inconscience, cette dualité, c'est le métier de théâtre. C'est pourquoi le métier de théâtre est différent de tous les autres métiers littéraires ou artistiques. Et cette dualité est poussée chez Molière extrêmement loin parce que sa vie intérieure était douloureuse, parce que sa vie intérieure lui faisait mal, qu'il avait besoin de se glisser dans les personnages qu'il représentait. Il y a un phénomène curieux chez Molière, c'est que chaque fois qu'il commence une pièce en peignant quelqu'un qui lui est étranger, Arnolphe est un grotesque, Tartuffe est un hypocrite, le misanthrope est un bourru, Don Juan est un grand séducteur et vaniteux, ces personnages ne sont pas entièrement Molière au départ. Puis brusquement, au cours de route, en général à partir du 2e ou 3e acte, vers le milieu de la pièce, le personnage se met à nous parler une langue qui nous touche, qui nous émeut. Ce personnage n'est plus un objet dont Molière se moque, une tête de Turc, ce personnage devient Molière lui-même. Ce pouvoir d'identification, c'est tout Molière, parce qu'il souffrait. Ses souffrances lui donnaient une sympathie, une humanité qui lui permettait de sortir de lui-même et de rentrer chez les autres, même si les autres étaient ses ennemis. Mais il s'identifiait malgré tout de préférence à certains types d'hommes. Il était passionné, sensuel, et cela se retrouve dans le choix de ses personnages. Au moment de mourir, il écrit une pièce qu'il intitule par dérision « Le malade imaginaire ». Il est le seul à savoir combien il est atteint. Il éprouve plus cruellement que jamais sa solitude. Il ne peut se retenir de créer avec le personnage de Béline une femme trompeuse qui n'attend même pas la mort de son mari pour accaparer son argent, une sorte de caricature de sa propre femme. Il avait peur de la mort et il avait peur d'être trompé. Donc il s'est moqué des cocus et moqué des médecins, en essayant d'exorciser l'adultère par ses pièces sur les cocus et la mort par ses pièces sur les médecins. Les acteurs, comme les auteurs, exorcisent ce qui leur fait mal en le projetant au dehors d'eux. Tout ce qu'on joue sort de la vie et ne vous fait plus mal. Chaque fois que l'idée de la mort le hantait, il se moquait des médecins et pensait qu'en se moquant des médecins et en se moquant aussi des malades, il éloignait le danger, il l'extériorisait. Il est curieux que Molière ait écrit la grande pièce sur le mariage l'année de son mariage et qu'il ait écrit le malade imaginaire l'année de sa mort. À ceux qui disent que la vie de Molière n'a aucun rapport avec son œuvre, il suffit de citer ces deux pièces pour prouver le contraire. Molière était très malade, malade moralement, à cause d'Armande qui le faisait souffrir dans sa jalousie, à cause peut-être des attaques sur la naissance d'Armande, à cause de l'interdiction de Tartuffe. Il avait déserté la maison conjugale, où trop de libertins et de grands seigneurs évoluaient autour d'Armande. Pour ne pas souffrir et arriver à écrire, il avait loué cette petite maison d'Auteuil où il vivait loin d'elle, où il était au régime, vivant d'un peu de pain trempé dans du lait vers la fin, recevant ses amis, écrivant ses pièces le soir, les soirs où il ne jouait pas. Pas pauvre, mais misérable moralement, toussant, ayant sans doute des visites d'Armande qui devaient lui dire « Mais ce n'est rien, tu n'es pas malade, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu nous enterreras tous et tu es un malade imaginaire. » Et il est fort possible que ce mot de malade imaginaire, c'est Armande qui lui a lancé à la figure pour rire. Et le malade imaginaire, c'est Molière, lucide, approchant de la mort en essayant de la narguer. Mais c'est aussi une scène qui est assez émouvante.
c'est Molière qui est très malade. Molière à qui on dit « N'allez pas jouer, vous êtes trop malade, vous ne tiendrez pas le coup ». Et Molière répondant « Non, entre mes comédiens et mes ouvriers, ça fait 40 personnes qui ont besoin de manger. » Tous les acteurs étaient payés au pourcentage dans la troupe. Je ne peux pas leur faire ça, il faut qu'ils aient leur salaire. Et malade, tout ça, il va au théâtre, il se maquille, il entre en scène et il meurt. Ce dernier geste est un geste héroïque, c'est tout Molière. Le Molière qu'il a voulu être contre vents et marées, car Molière a sûrement écrit les chefs-d'œuvre les plus représentatifs de notre langue. Mais il y a un chef-d'œuvre qu'on oublie, c'est la vie de Molière, une vie malheureuse, maladroite, ratée, mais qui est aussi un chef-d'œuvre, puisque Molière s'est transformé lui-même et qu'il s'est créé par un effort de volonté. Malgré la disparition de Molière, sa légende perdure avec la Comédie Française, la troupe royale créée en 1680 par décret du roi Louis XIV, ordonnant à l'ancienne troupe de Molière, qui joue à l'hôtel Guéguenot, de fusionner avec la troupe rivale de l'hôtel de Bourgogne. En 1681, les comédiens de cette nouvelle troupe signent un acte d'association et en 1682, le roi leur accorde pour la première fois une subvention annuelle. Outre ce patronage royal, les comédiens français considèrent Molière comme leur patron, un idéal spirituel et artistique. Pour la Comédie Française, Molière incarne le théâtre et est une figure incontournable des arts et de la société de son temps. Aujourd'hui, la Comédie Française se trouve au 1 place Colette à Paris, où les comédiens français interprètent toujours son théâtre. Chaque année, la troupe rend hommage à Molière le 15 janvier, jour de son baptême. Molière est considéré comme le créateur de la comédie moderne en France, et le fait que ses écrits et son jeu soient encore étudiés, interprétés et célébrés aujourd'hui témoigne de l'influence durable de ses œuvres qui ont changé la face du théâtre français à jamais. Et la Nuit des Molières, connue aussi comme les Molières, est une cérémonie de récompense du théâtre français décernée par l'Académie des Molières qui a lieu chaque année depuis 1987 au Théâtre du Châtelet à Paris afin de saluer les meilleurs artistes et productions. Ils sont l'équivalent des Tony Awards aux États-Unis et des Laurence Olivier Awards au Royaume-Uni. C'est dire donc ce que Molière représente dans la littérature française. Voilà, j'en ai terminé donc sur Molière. J'espère que vous avez appris à mieux connaître cet auteur et que ça vous donnera envie de regarder des pièces de Molière. Il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez donc regarder si cela vous intéresse. Je vous dis donc à très bientôt.